ce qui m'a intéressé, c'était essayer de voir la différence des rapports qui ont les anciens paysans ou les Palestiniens à la terre et les rapports que nous avons à la terre. Je parlais de nous, Israéliens. Vous savez, je dis tout à l'heure, les rapports des Israéliens à la terre qui ne distinguent pas les pays de l'État. Et on pourrait le dire, pour citer un professeur israélien, un professeur israélien, un grand penseur israélien, qui est le professeur Krakotkin, Raz Krakotkin, qui dit la différence entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est que les Palestiniens disent j'appartiens à cette terre, alors que les Israéliens disent cette terre m'appartient. Bonjour Eyal Sivan, bienvenue à vous dans ce podcast. Ça me fait très plaisir de vous avoir et voilà, de discuter un peu de vos travaux, hein, de vos œuvres. Hein. Vous avez une collection d'œuvres assez pléthorique et vraiment il y a de la matière, c'est super d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'espère que pas mal de personnes qui nous regardent ou nous écoutent profiteront pour explorer votre œuvre s'ils ne la connaissent pas. Alors, je pense que beaucoup la connaissent à travers au moins des extraits, hein, des extraits assez frappants qui ont pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça vaut la peine aussi de voir les œuvres dans leur intégralité. Je mettrai le lien dans la description, justement. Hein. Donc, bienvenue à vous, Eyal. Et puis, oui, donc pour commencer, alors vous avez eu un parcours voilà, assez intéressant. Notamment, ben, vous vous êtes retrouvé à vivre ben, dans l'entité sioniste à Israël. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous retrouver à vivre en Israël? C'est comme beaucoup des Israéliens, je me suis retrouvé à vivre en Israël parce que j'y suis né. Et je suis né sans l'avoir choisi. Bien évidemment, personne choisit les lieux où il est né. Il se trouve que mes parents ont arrivé au début des années 60 de l'Amérique latine, de l'Uruguay. Ils sont arrivés en Israël. Euh, Ma mère appartenait à un mouvement sioniste de gauche, comme ils disent. Mon père n'avait pas de relation spéciale ni avec le sionisme ni avec le judaïsme. Et voilà, ils ont immigré. Et moi, je suis né un an après leur arrivée à Haïfa. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir tout de suite à la naissance israélien, ce qu'ils appellent un sabra, c'est-à-dire quelqu'un qui est né sur place. Voilà. Donc, comme beaucoup des Israéliens, je suis un fils des colons, un indigène fils des colons. Voilà. Oui, oui, bah c'est une bonne définition. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on ne choisit pas. Après, ça dépend ce qu'on en fait derrière, hein, n'est-ce pas?
Bon. Et sinon, oui, donc en fait, ce qui est vraiment intriguant, je pense, pour beaucoup de monde, en tout cas pour moi, c'est comment est-ce que des personnes peuvent donc quitter un certain pays dans lequel elles sont pas forcément persécutées. Enfin, vous nous direz peut-être qu'en Uruguay, vos parents étaient peut-être dans une situation un peu difficile, mais plus largement, hein, au-delà de vos parents, hein, plus largement au niveau de la composition de cette société israélienne qui est donc composée d'immigrés colons, hein, clairement. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à quitter un pays dans lequel on n'est pas forcément persécuté? Alors c'est vrai, les Juifs d'Europe, bon voilà, hein, on sait très bien, il y a eu une tentative de les éliminer jusqu'au dernier, mais il y a eu des Juifs aussi, ben, par exemple, enfin, ce que j'appelle Dabya Yala, hein, j'aime pas utiliser le terme Amérique latine, et puis d'autres régions où les Juifs, enfin d'Afrique du Nord aussi, où les Juifs n'étaient pas persécutés, au contraire, hein. Par exemple, en Afrique du Nord, même malgré le régime de Vichy, les Juifs étaient protégés par les indigènes locaux, hein. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments un petit peu qui permettent de comprendre cette logique derrière cette migration coloniale? Vous savez que toutes les migrations, on le sait bien, sont un mélange de raisons objectives et une grande subjectivité. Ce n'est pas forcément la condition d'alentour qui crée la migration, c'est souvent un rapport individuel à l'environnement. Dans les cas de mes parents, je pense que voilà, c'est des jeunes de 24 ans qui se sont mariés en Uruguay, qui vivent dans un pays dans lequel non, ils ont pas souffert en tant que juifs, non, ils n'étaient pas persécutés, non, il n'y avait rien dans l'objectif d'environnement qui les aurait poussés à la migration. Mais il y avait une subjectivité. Et la subjectivité était les sentiments, je pense, d'après ce que je sais, de pas d'avenir, les sentiments que, voilà, les pays y va vers quelque chose qui est un genre d'un incertain, un inconnu, difficile. Il faut savoir que, voilà, les débuts on dirait, la conquête ou la anti-révolution de la CIA dans les années 60-70, puisque c'est ça qui va devenir les jantes militaires de l'Amérique latine, l'opération Condor, ça commençait à se sentir déjà dans les années 60. Et pour prendre un exemple, mon père, par exemple, il a commencé ses études d'architecture à Montevideo, en Uruguay, et il a continué après, il a fini au Technion à Haïfa. Et lui, il était dans la même classe avec celui qui va devenir le leader de Tupamaros, c'est-à-dire le mouvement d'extrême gauche armé uruguayen. Ma mère elle fait partie de ces contradictions de l'extrême gauche, de la gauche sioniste, pardon, qui était d'un côté, elle était proche de l'extrême gauche uruguayenne, elle était très anti-américaine, nord-américaine, elle était plutôt guévariste, elle était très impressionnée par l'arrivée au pouvoir de la révolution cubaine, etc. Et elle était à gauche et il y a un événement qui l'a marqué, qui était la conférence tricontinentale convoquée par Castro, dans laquelle étaient invités tous les mouvements de la gauche mondiale. Et à la dernière minute, on empêche les mouvements des sionistes de gauche qui étaient invités au départ de venir. Et c'était sous l'influence de Baath syrien. Et elle a senti comme une trahison de l'extrême gauche. Pourquoi tout le monde et pas nous? Donc il y a une convergence comme ça de choses qui font que, voilà, mes parents ont cherché à émigrer. Après, il y avait la question, mais vers quel pays on va émigrer? Et donc, ils voulaient, ma mère rentrait de France, elle était jeune fille au père, elle a fait des études en France, et ils ont cherché un pays qui est à la fois nouveau et à la fois ancien, c'est-à-dire à la fois un pays où on peut faire l'architecture, on peut faire l'archéologie. Euh, et donc, voilà, ils ont pensé à quels sont ces nouveaux pays, à la fois anciens, à la fois nouveaux. Il y avait Cuba, qui venait d'avoir l'indépendance suite à la Révolution. Il y avait l'Algérie, qui venait d'avoir l'indépendance aussi.
et avec quelque part comme ça Israël. Et, euh, et je ne sais pas si c'est la vérité, c'est les mythes, en tous les cas c'est l'histoire qui se raconte, que mes parents à un certain moment ils décident, ils disent, bah voilà, on va émigrer vers Israël parce qu'on ne veut pas que nos enfants grandissent dans la dualité identitaire. C'est-à-dire et donc, d'une certaine manière, on ne veut pas que nos enfants seront juifs. C'est ça les paradoxes. C'est-à-dire, on veut qu'ils auront une identité nationale parce que eux, ils sentaient la dualité identitaire. Voilà. Et donc, comme ça, ils arrivent. Et c'est intéressant parce que ils arrivent et ça va leur prendre des dizaines d'années pour devenir citoyens, alors qu'ils pouvaient être citoyens immédiatement. Il y a ce qu'on appelle la loi de retour, dans lesquels n'importe quel juif défini en tant que tel peut arriver en Israël et avoir tout de suite la nationalité israélienne. Eh bien, quand on a proposé à mes parents la nationalité sur les bateaux à l'arrivée, ils ont dit non, 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 nous on ne veut pas parce que la nationalité n'est pas une chaussette. C'est pas un truc qui remplace comme ça. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Et pourquoi je prends le temps pour raconter cette histoire personnelle? Parce que vous voyez, elle est tissée avec des contradictions. Et je pense que s'il y a quelque chose qui est commun à beaucoup de migrants slash colons arrivés en Palestine occupée, c'est-à-dire dans l'État d'Israël après 48, c'est des séries de contradictions. C'est-à-dire, vous savez, cette immigration, cette colonisation, euh, elle est très minoritaire avec l'avènement du sionisme. L'avènement du sionisme, vous le savez très bien, c'est fin du 19e siècle. Et en réalité, c'est un mouvement qui n'arrive pas du tout, de tout, à fédérer, à faire adhérer autour de lui des juifs. Les juifs, dans leur majorité, rejettent le sionisme, s'opposent au sionisme, ne s'intéressent pas au sionisme, ne s'intéressent pas au nationalisme. C'est vrai au début du XXe siècle, c'est vrai même après la déclaration Balfour de 1917, qui va promettre un foyer national juif en Palestine aux juifs, c'est vrai euh, dans les années 30, alors qu'il y a la grande montée de l'antisémitisme en Europe. Eh bien non, les juifs n'adhèrent pas au sionisme. C'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et du judéocide et la tentative donc d'extermination totale des juifs européens, de la juiverie européenne, qu'en réalité, le mouvement sioniste va en bénéficier justement de la catastrophe pour adhérer. Alors, il y a ceux qui sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'avaient plus eu retourné. Ils se sont retrouvés dans des camps de transit au sud de l'Europe, à Marseille, ils se sont retrouvés en Italie, etc. Et voilà, l'agent juif, qui était toujours cette organisation qui œuvrait pour la colonisation de la Palestine, avec une autre organisation que son nom devient connu, qui est les Mossad. À l'époque, ça s'appelait les Mossad pour l'immigration, eh bien, ils ont œuvré pour convaincre ces juifs désemparés, rescapés, qui n'avaient plus rien, qui ne pouvaient pas retourner ni en Pologne. Hein, ils les ont convaincus de, voilà, de venir en Palestine. Ça, c'est une partie seulement. La majorité des juifs, et ça, c'est quelque chose de très important, n'ont pas choisi l'immigration slash la colonisation de la Palestine. Beaucoup sont allés au Canada, énormément sont allés aux États-Unis, etc. Donc, on a cette partie-là des gens qui vont venir, puis il va avoir peut-être la plus grande, la catastrophe dans la catastrophe. C'est-à-dire la première catastrophe, évidemment, c'est cette catastrophe qui est la destruction de la Palestine, sa colonisation massive, agressive, à partir de 1947, qui est ce que les Palestiniens appellent la Nakba, et le nettoyage ethnique de la Palestine. Mais il y a une autre catastrophe dans la catastrophe, qui est justement l'émigration d'un monde juif extrêmement riche, extrêmement vivant, qui a été vu en mépris par le judaïsme européen et qui est le judaïsme du monde arabo-musulman, dont la grande partie le judaïsme de l'Afrique du Nord. Que, en effet,
C'était un judaïsme qui vivait au sein de l'islam euh, dans une très bonne entente, dans une intégration sociale, économique, même, je dirais, culturelle et culturelle. Mais, et c'est là la chose intéressante, c'est que la décolonisation de l'Afrique du Nord a créé aussi, a créé aussi une situation de peur de l'avenir et surtout, les choix de beaucoup, et ça c'est le cas du judaïsme algérien, d'adhérer et d'opter pour les privilèges. Parce que c'est ça finalement. Qu'est-ce qui est l'option sioniste? L'option sioniste est donner aux Juifs un privilège sur les autres. Eh bien, le fait que les Juifs de l'Algérie étaient, eux, citoyens français à cause de ces terribles décrets Crémieux, eh bien, a donné aux Juifs algériens le privilège colonial de pouvoir adhérer à la nation colon et faire les choix. Est-ce qu'on reste et on est des Algériens ou on va opter pour les privilèges qui est les privilèges français? Et donc, ils ont opté pour les Français et parmi eux, certains se sont retrouvés aussi plus tard en Israël. Les cas des judaïsmes marocains, il est encore plus terrible. Un judaïsme extraordinaire. C'est un monde juif dans lequel justement la non-possibilité d'immigrer vers la France et une certaine peur qui était quoi? Qui était la peur d'avoir été de côté de colonisateurs, parce que justement la collaboration avec les colonisateurs, dans des moments de l'indépendance, elle crée un sentiment de peur, évidemment. Eh bien, un grand parti de ces judaïsmes marocains, surtout la partie la plus pauvre, celle des montagnes d'Atlas, des villages, etc., bah, avec un travail extrêmement poussé de la propagande sioniste, des agents de Mossad, de l'agent juif, bah, a poussé une grande migration de juifs vers euh, la Palestine occupée, c'est-à-dire vers Israël. Donc, la question de pourquoi la question émigre, les gens émigrent surtout pour améliorer leurs conditions. Et surtout dans une vision de améliorer la condition de leurs enfants à venir. C'est ça la raison de l'immigration. C'est-à-dire, il faut dire quand même qu'il y a quelque chose, et ça c'est en dehors un petit peu de notre sujet, mais quand même, c'est que, vous savez, dans les discours je dirais, occidentale, si nous prenons l'exemple français, il y a une forme de mépris sur l'immigration, il vient, il nous prend, etc. Les migrants du monde entier, c'est peut-être la couche la plus, je dirais, courageuse, la plus émancipatrice d'une société. C'est ceux qui disent non, on ne va pas rester dans nos conditions, on va les améliorer. Donc, d'une certaine manière, ceux qui ont fait le choix de la Palestine dans le judaïsme étaient des gens qui avaient une certaine forme de courage. Les autres, ils sont arrivés par non-choix. Mais il est évident que la condition mentale, c'est-à-dire l'imaginaire a fait que pas mal de gens sont arrivés, et ça c'est la vérité pour la majorité de judaïsme issu du monde arabo-musulman, est arrivé sur une base qui était un imaginaire, euh, je dirais, traditionnel, religieux. Jérusalem, la terre promise, la terre de lait et de miel, dans lesquels on les a cachés et on les a mentis sur la réalité de pays eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut savoir que les discours colonial sionistes, il est un discours colonial comme les autres, c'est-à-dire d'abord, il s'est établi sur les mépris de l'indigénat et surtout sur la présentation de la terre indigène comme une terre aride, vide, inexistante, dans laquelle les hommes
et les femmes, les animaux et les arbres sont au même niveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une terre désolée qui attend les colons pour être développée. Et ça, c'est un discours que le sionisme a réussi d'une façon extraordinaire à distiller à travers le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vraiment y croient que la Palestine, à la veille de sa colonisation, n'était qu'un désert qui attendait à être fleurie. Et ça a un lien, et je vais arrêter là, par comment a été construit cet imaginaire. Moi, j'ai une petite hypothèse qui guide un petit peu mon travail, qui est, il y a une coïncidence extraordinaire qui est l'avènement du sionisme à la fin du 19e siècle et l'avènement du cinéma correspondent à quelques années près. Et le cinéma a joué un rôle, l'image, mouvement a joué un rôle extrêmement important dans la représentation de la Palestine comme une terre désertique qui s'est arrêtée au temps biblique et attendait justement qu'on vient la fleurir. Oui, oui, bah, effectivement, vous avez brossé un tableau assez général. Alors, c'est intéressant que vous parliez de la situation de vos parents donc en Uruguay, qui ne voyaient pas d'horizon vraiment viable sur place, en raison notamment de l'impérialisme états-unien via la CIA. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont été comme, c'est du nudge, ils appellent ça le nudge en anglais. Donc ils ont été éconduits d'un endroit pour se retrouver en fait dans un autre projet impérialiste occidental qui est Israël. Donc ça, Ah, c'est ça rappelle un petit peu l'immigration de ce qu'ils appellent les rapatriements des Juifs de l'Algérie qui ont été étaient citoyens par ces décrets crémieux terribles et ils vont arriver en France dans un projet qui est continuation de projet colonial. Ils vont se retrouver, ils vont être ces pieds noirs, ils vont être ces Arabes, etc., qui vont devenir le fer de lance de la lutte contre leur propre arabité pour dire non, 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 nous on n'est pas ce que vous voyez, nous on est des blancs comme les autres. oui, c'est ça, effectivement. C'est cette quête vers la blanchité qui n'est jamais atteinte, évidemment, pour des Juifs, parce qu'ils ne seront jamais considérés comme, comme des Blancs, ni les Arabes, ni les Noirs, ni personne d'autre. Et oui, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, oui, vous parlez de dualité, de citoyenneté que ressentaient vos parents, mais là, en fait, ils se sont retrouvés dans un état d'apartheid, n'est-ce pas, donc là, c'est quand même assez troublant. Bon, et certainement qu'ils s'y attendaient pas, étant victime, je présume, de la propagande. Et puis oui, donc le culturicide, si je peux l'appeler comme ça, des juifs arabes en arrivant en Israël, ça aussi, c'est un processus de blanchiment en fait, parce qu'au final, enfin, j'ai l'impression, c'est ce que dit une majorité d'Israéliens, c'est que eux sont les Européens du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ça que les Israéliens en majorité se voient comme les Européens du Moyen-Orient? Je vais revenir avant de vous répondre à quelque chose que vous dites qui est extrêmement important. Vous parlez des culturocides. Vous savez, il y a une très grande chercheuse euh, qui est née en Israël, qui a quitté Israël assez tôt pour faire ses études à l'étranger, grand professeur à NYU qui s'appelle Ella Shor, Ella Habiba Shor, d'origine irakienne, et qui a écrit un livre qui est publié en français qui s'appelle Les sionismes de point de vue de ses victimes juives. Et qui en réalité, c'est pour aller dans votre sens, elle vient et dit, et c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur la deuxième grande catastrophe. Il y a la première catastrophe qui est le Nakba, qui ont subi les Palestiniens. Et la deuxième catastrophe, c'est là, justement, d'une certaine manière, la Nakba qui ont subi les Juifs arabes, ou les Arabes juifs, si vous voulez, qui était, qui était le fait que eux, ils sont arrivés, comme je dis, beaucoup plus dans un sentiment spiritualiste, dans un, voilà, finalement, on peut aller à la terre promise. On les a raconté des histoires comme ça. Et en arrivant, ils étaient traités finalement comme des Arabes. C'est-à-dire, en 1964, 63, quand mes parents arrivent en Israël,
finalement, ça fait partie de ces quelques années, je dirais, les petites périodes de 19 ans à peu près, entre 48 et 67, dans lesquelles ça donne l'impression qu'il n'y a pas de Palestiniens. Parce que en 48, d'une population d'1 million de Palestiniens de la terre de Palestine, ils vont rester entre 120 et 150 000 après l'expulsion et le nettoyage ethnique, surtout au nord, au Galilée, et ils vont être sous un régime militaire, c'est-à-dire ils vont être enfermés dans la situation des territoires occupés d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils avaient besoin des permis pour se déplacer, on ne les voyait pas, etc. Il n'y avait pas encore l'occupation de 67. Donc entre 1948 et 1967, en réalité, il y a une illusion qui s'installe en Israël, dans lequel, voilà, c'est un pays juif, il n'y a que des juifs, on ne voit pas cette partie qui est sous régime militaire. Les gens, ils ont peur, cette génération d'après la Nakba palestinienne avait une grande peur. Donc, on ne les voyait pas, ils étaient même pas les travailleurs de bas œuvre. C'est dans ces contextes-là qu'ils vont arriver les juifs arabes. Et c'est les juifs arabes qui vont devenir les arabes des Ashkénazes, en réalité, des juifs européens. Ils étaient maltraités, ils étaient discriminés. Surtout, ce qu'on a vu, c'est que c'était une population qui était une population religieuse. C'était une population pieuse. C'était une population traditionnaliste dans laquelle on voyait, comme on voit toujours, la modernité voit la religion, la tradition, etc., comme des trucs arriérés. Et donc, on voulait les moderniser par la force, c'est-à-dire d'abord les laïciser. Et deuxièmement, ça veut dire quoi les moderniser? Les européaniser. Les européaniser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rejoindre une perspective dans laquelle, justement, d'abord et avant tout, la laïcité est considérée comme la raison, alors que la tradition, alors que la religion, elle est considérée comme la déraison, si vous voulez, ou les irrationalismes. Ça, c'est-à-dire rationaliser. La rationalisation et les grands projets modernistes aussi sionistes. Ça veut dire quoi? C'est la rationalisation de la terre, c'est la rationalisation sociale, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. C'est-à-dire c'est installer les juifs arabes au long des frontières du pays. C'est-à-dire que eux, ils sont les tampons entre le monde arabe et Israël. Non, ils n'étaient pas européanisés, ils étaient blanchis par la force. Mais c'était quoi cette blanchitude? C'était en réalité les donner les privilèges de pouvoir être méprisants à l'égard de l'autre, comme eux, ils s'étaient méprisés par l'élite ashkénaze. Ça veut dire que on a créé une schizophrénie terrifiante au sein de la société israélienne, c'est-à-dire que si la haine de l'arabe, si la peur de l'arabe, si la méfiance à l'égard des arabes, c'était ce qui menait la société, eh bien, ces millions des Israéliens d'origine arabe devaient de jour au soir, pendant leur existence entière, jour après jour, prouver qu'ils ne sont pas arabes. Et comment on prouve qu'on n'est pas arabe? Ben alors on commence à détester les Arabes. Alors, en fait, ce que vous dites d'intéressant, c'est que vous parlez de rationalisation. Donc, en fait, c'est le processus de blanchiment, mais aussi. Alors, rationalisation, j'ai presque envie de l'écrire RAC, hein, comme race, hein, parce qu'en même temps, ouais, voilà, hein, n'est-ce pas? Et puis la rationalisation, en fait, je vois ça comme comme une conformisation à ce qu'on appelle l'homo economicus, hein, qui est là pour servir le capitalisme. Parce que, enfin, j'en ai discuté avec beaucoup de mes invités et on tombe souvent sur cette conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au final, est-ce que ce n'est pas une indication de la nature capitaliste qui est derrière ce projet-là, ce énième projet impérialiste qu'est Israël, qui est de couper les gens de leur spiritualité en réalité. Hein, est-ce que c'est pas un peu ça? Je dis souvent, et je le répète,
le, le sionisme est un projet colonial. Il ne se voit pas comme un projet colonial. C'est important. C'est-à-dire, il ne se voit pas comme un projet colonial et encore, c'est pas tout à fait. C'est un projet, d'un côté, qui se veut un projet d'émancipation nationale et cette émancipation nationale est un projet colonial. D'ailleurs, les sionistes ne se sont pas cachés de fait que c'était un projet colonial. J'ai ici dans ma bibliothèque un livre de ma mère en espagnol qui date des années 50 qui s'appelle La colonisation sioniste de la Palestine. Mais il faut mettre le mot colonisation dans son contexte des années 50 et années 60 dans lequel ce n'était pas du tout vu comme un problème. La colonisation faisait partie des méthodes politiques. Donc, ces projets d'émancipation nationale slash décolonisation, il a effectué deux grandes actions coloniales. La première colonisation, c'est la colonisation de la terre de Palestine. Mais la deuxième colonisation, qui n'est pas la moindre, c'est la colonisation du judaïsme lui-même. C'est-à-dire, le sionisme est venu et a colonisé le judaïsme en mettant la question nationale comme le premier élément du judaïsme, alors que le nationalisme était pendant des décennies, pendant des siècles, pendant des millénaires, je dirais, était quelque chose qui n'existait pas et qui était rejeté par le judaïsme traditionnaliste religieux, celui-là de mes arrière-grands-parents qui sont là. C'est-à-dire, ça, c'est une photo de la famille de mon grand-père qui sont des juifs pieux dans lesquels la majorité des personnes qu'on voit ici ont été exterminées. Eux, eux, ils étaient très très loin du sionisme, évidemment. Ils voyaient le sionisme comme quelque chose d'hérétique. Ils voyaient le sionisme comme un projet nationaliste, comme quelque chose d'étranger, des non-juifs. Donc cette colonisation de judaïsme, elle est extrêmement importante. C'est quoi la colonisation du judaïsme? C'est la sécularisation, c'est-à-dire c'est le rejet de l'ancien pour créer l'homme nouveau, qui est une chose qui est un des slogans majeurs de sionisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qui était, les deux idées principales du sionisme étaient d'abord la négation de l'exil au diaspora. C'est considéré qu'être en exil, qu'être en diaspora et tout, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Alors que c'était la normalité juive par excellence. Vous savez, les juifs de Liban priaient 3 fois par jour, disaient l'année prochaine à Jérusalem. Ça, c'est sous l'Empire ottoman et avant. Ils pouvaient marcher à Jérusalem. Hein. Ils pouvaient marcher, il n'y avait pas de frontières. Et ils ne l'ont pas fait. Les juifs de Jérusalem disaient l'année prochaine à Jérusalem. Les sionistes ont pris l'année prochaine à Jérusalem, qui était l'année prochaine dans une Jérusalem qui est une Jérusalem céleste, d'une Jérusalem de spiritualité, d'une Jérusalem messianique. Ils ont pris ça, ils ont fait à la lettre. C'est-à-dire, pour être clair, les sionistes ont colonisé le judaïsme, ils ont sécularisé le judaïsme, ils ont transformé, si vous voulez, Dieu en agent immobilier. C'est-à-dire, puisqu'il nous a promis la terre, eh ben, on a la preuve, hein, c'est écrit. Et en plus, puisqu'ils étaient séculiers, hein, ils disaient Dieu n'existe pas, mais il nous a promis la terre. C'est-à-dire, dès le début, il y a une contradiction. Maintenant, il y a la question qui est la question capitaliste, évidemment, de programme. Parce qu'elle est extrêmement importante. Vous savez, Herzl, les penseurs du sionisme politique, il dit à un moment, il l'écrit d'une façon très claire, il dit, à la fin du 19e siècle, il dit, nous serons euh, les murs et les bastions, le bouclier du monde occidental, il dit, de la civilisation face à la barbarie. C'est comme ça il pose le projet. Herzl va essayer d'être en contact avec toutes les puissances impérialistes, y compris
l'Empire ottoman. Mais il va essayer, au sein de monde, essayer d'être en contact avec les puissances impérialistes d'abord, l'Empire austro-hongroise, etc. Mais Herzl écrit autre chose qui est plus important, qui est le volet, justement, lié à votre question, qui est la question du capitalisme. Il dit, donnez-moi un port et un arrière-pays, hein, et je ferai un État. C'est-à-dire, dès le départ, il y a une idée dans laquelle il y a d'un côté ces projets qu'ils appellent les projets d'émancipation nationale, mais ces émancipations nationales passent par un projet capitaliste. Et ces projets capitalistes, il est tellement fort que les sionistes qui étaient d'abord, les sionistes fondateurs de l'État d'Israël, qui étaient d'abord de gens de gauche, qui étaient des socialistes, ils étaient conscients d'une certaine manière du paradoxe colonial de leur projet. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire nous ne sommes pas des colonialistes parce que nous ne faisons pas travailler la main-d'œuvre locale et ils vont opter pour les slogans qui étaient travail hébreu, c'est-à-dire travail juif. C'est-à-dire on va exclure l'indigène, ça je parle des années 20, des années 30 et tout, dans lesquelles on va exclure l'indigène de la main-d'œuvre parce que justement, le sionisme de gauche, qui est le sionisme qui va être le locomotive de projet, il va dire il faut inverser la pyramide sociale. Avant, en bas, il y avait beaucoup d'intellectuels, des penseurs, etc. Et il y avait très, très peu de gens attachés à la terre. Il faut inverser la pyramide sociale et nous devons devenir des ouvriers. Donc, c'est intéressant. Le projet capitaliste sioniste passe par aussi une idée d'un ouvriérisme qui a une couleur. Donc, ce du capitalisme, c'est un capitalisme extrêmement compliqué. Évidemment, qui est très vite, et c'est là qui va être la chose, puisque l'État d'Israël est fondé après le judéocide. Il est fondé par la volonté des nations, de, voilà, d'une certaine manière, c'est compenser les Juifs, offrir une réparation aux Juifs. C'est l'argent allemand qui va être la locomotive d'État. Tous les grands projets, des grandes infrastructures, si c'est les ports, si c'est les pipelines d'eau qui va amener l'eau de lac de Tibériade vers tous les pays, si c'est les aéroports, etc., tout ça a été construit avec de l'argent allemand, de l'après-guerre, c'est-à-dire avec de l'argent de projets Marshall d'une certaine manière. Et là, qu'est-ce que les projets Marshall si ce n'est pas en réalité la diffusion d'un capitalisme qui était ce capitalisme néo-capitalisme américain occidental, qui va être aussi celui-là qui va nourrir l'État d'Israël. Mais pendant les premières 26 ans de l'État, dans lesquels il y a les partis travaillistes israéliens, celui-là de Ben Gurion, de Golda Meir, de Moshe Dayan, de Yitzhak Rabin, de Shimon Peres, etc., bah, eh bien, on va essayer de jongler entre un capitalisme d'un côté et des formes socialisantes de l'autre, qui a séduit et qui était un malheur aussi de rapport de la gauche occidentale avec l'État d'Israël, parce qu'on a mis en avant quelque chose qui était en réalité une mascarade, qui était les kibbutz, les soi-disant la forme socialiste ultime, qui n'était pas autre chose qu'une forme d'une colonisation capitaliste qui s'est présentée dans l'égalitarisme socialiste. Le capitalisme, et enfin le capitalisme impérialiste a une capacité extraordinaire à s'adapter et à muter en fonction des circonstances pour au final toujours vendre ses idées et recruter plus de personnes et faire en sorte que la machine continue à fonctionner, à s'étendre. Et pour revenir rapidement, oui, donc les Juifs d'Algérie, comme vous l'aviez dit, malheureusement, pour la plupart en tout cas, la grande majorité, ils ont préféré suivre le colonisateur et aller dans une région où quelques années avant, en fait,
enfin, ils avaient tenté de les éliminer tous. Hein. Donc ça, c'est déjà, enfin, c'est déjà, enfin, c'est très étonnant. C'est très étonnant vu de l'extérieur. Mais ensuite, comme vous le disiez aussi, quelques-uns parmi ces juifs-là qui ont quitté donc l'Algérie où ils étaient là depuis des siècles, tranquillement, ils vivaient en paix et tout, jusqu'à l'arrivée de la France. Donc là, ils sont partis en France et puis ensuite, certains d'entre eux sont partis en Israël, sachant que, hein, comme le disait Hannah Arendt et puis d'autres aussi, en fait, les sionistes, hein, donc qui sont à l'origine de la création d'Israël, c'était des collaborateurs des nazis, parce que les nazis voulaient se débarrasser des juifs, et les sionistes voulaient proposer une issue aux juifs, comme par hasard, en Palestine. Hein, donc en fait, en fait, je sais pas, leur traîtrise, on pourrait dire, hein, elle est allée tellement loin, elle ne s'est pas arrêtée seulement à suivre la France en quittant l'Algérie, mais à aller dans un projet qui est encore peut-être pire, qui est un projet conçu par des anciens collaborateurs des nazis eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Alors, il y avait le procès d'Eichmann aussi, donc il y aurait des choses à dire là-dessus, parce que euh, comme vous l'avez déjà dit dans une autre interview ou intervention, en fait, le procès Eichmann est une production cinématographique en quelque sorte. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Donc, quand on parle de collaboration, il y a la collaboration par adhésion, il y a la collaboration qui est ouverte et qui est une collaboration déclarée et assumée, et il y a ce qu'on appelle l'alliance objective, c'est-à-dire une collaboration de fait qui ne se dit pas collaboration. Moi, je dirais que la collaboration entre antisémitisme d'abord et sionisme est une collaboration dans ces cas d'alliance objective. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une collaboration d'adhésion, ce n'est pas une collaboration dans laquelle, voilà, idéologiquement, elle assume en tant que telle. Mais si on regarde les critiques, la critique du sionisme émise pendant dizaines d'années, depuis l'avènement du sionisme en fin du 19e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la majorité de la critique qui vient de différentes mouvances, si ça sera des juifs assimilés, la bourgeoisie anglaise par exemple, si ça vient des milieux ultra-religieux dans l'Europe de l'Est, si ça vient des mouvements socialistes, marxistes, etc. On va voir qu'une des choses que reproche de juifs au sionisme, c'est que finalement, votre projet, vous les sionistes, est un projet antisémite. Pourquoi? Parce que les antisémites ne veulent pas de nous, et vous, à la place de rentrer dans une lutte, c'est que vous dites, ah, vous ne voulez pas de nous? Ok, on s'en va. Donc, c'est-à-dire, certains voient en ça un projet qui est contre l'idée d'émancipation. Certains disent, comme par exemple Lord Montego. Lord Montego était le ministre de l'armement du gouvernement britannique en 1917. C'était un juif dans un gouvernement britannique. Quand arrive la déclaration Balfour sur la table du gouvernement, Lord Montego va dire, mais attendez, attendez, ça c'est un projet antisémite. Là, moi je suis un Anglais, je suis un sujet du royaume. Avec ces projets-là, tout d'un coup, vous me mettez dans une situation dans laquelle je vais être dans une contradiction identitaire. Et il va déposer un document qui va s'appeler un mémorandum, ça s'appelle les mémorandums de Lord Montego et tout, et ça s'appelle Sur l'antisémitisme qui prévaut aujourd'hui dans les gouvernements britanniques. Lui, il voit la déclaration de Balfour comme un projet antisémite. Des mêmes façons, des juifs orthodoxes, religieux, pieux, ils vont dire, mais attendez, il est interdit d'aller d'aller s'installer en Palestine dans la terre promise parce que lui, il nous a pris, lui, c'est Dieu, et à nous, il les a donnés, à nous, il l'a pris, c'est lui qui décide. Si nous sommes dans la condition que nous sommes, c'est une décision divine. On n'a pas les droits, on n'a pas les droits religieux de pousser les choses. Et
de forcer ce qu'ils appelaient la rédemption, l'avènement messianique qui va être peut-être un jour après l'avènement de Messie, la création de voilà, une entité juive, etc. Donc, il y a eu, depuis l'avènement du sionisme, il y a une alliance objective entre la volonté antisémite et l'action sioniste. On va arriver, j'imagine, dans notre discussion un petit peu à la situation d'aujourd'hui. On va voir que si vous regardez ce que je viens de dire jusque-là, le sionisme, il est truffé, bourré des contradictions internes et des paradoxes. Et justement, c'est ça aussi la source de sa violence. Mais ça. Puis arrive ce terrible moment qui va être le judéocide, c'est-à-dire ce projet qui est le projet d'élimination, d'extermination, d'anéantissement d'un monde, groupe social, peuple, communauté, comme vous voulez, mais ça fait partie de ces projets nazis. Et certains considèrent que dans les années 30, avant qu'il va commencer l'extermination, eh bien, ceci était négociable. Et ça, c'est une certaine partie du judaïsme allemand. Et il se trouve que beaucoup de responsables sionistes de l'époque, de Fonds national juif et de l'agence juive et d'organisations, vont rentrer dans une négociation avec les autorités nazies pour dire, bon, bah, comment on peut négocier de sauver un peu le meuble. Et donc, va être signé en 1932, en 1900, pardon, 1936, l'accord de la Havara, l'accord de transfert entre les gouvernements nazis et l'agent juif représentant de sionisme. Là, on a une collaboration ouverte, claire et réelle, qui va être mise en avant lors du procès Eichmann, qui est le procès qui a eu lieu en 1961 d'un grand responsable nazi à Jérusalem. Donc, il y a eu là, si vous voulez, un moment dans lequel on peut dire, oui, il y a eu une forme de collaboration dans une idée de sauvons le meuble. Mais ça sera très peu de gens. Ça sera en réalité, ça sera des dignitaires, une certaine élite et une certaine bourgeoisie qui va bénéficier du fait que, en échange de laisser leur fortune et laisser leurs biens en Allemagne et en Autriche, ils auront le droit d'immigrer vers en Palestine. C'est-à-dire qu'on va pousser d'une certaine manière les autorités nazies à pousser, à aider le projet sioniste. La collaboration entre sionisme et les milieux antisémites, et les milieux antisémites, néo-antisémites et néo-nazis, continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les plus grands adhérents du sionisme, et la majorité des sionistes dans le monde, ne sont pas des juifs. C'est le sionisme chrétien, qui est un projet qui a un projet millénariste, qui a un projet évangéliste, qui a un projet antisémite et sioniste en même temps. Si nous regardons objectivement aujourd'hui, qui sont les plus grands soutiens aujourd'hui au sionisme d'aujourd'hui? Les rassemblements nationaux et les mouvements de Zemmour en France, Urban, les présidents d'extrême droite hongrois, les Tchèques, les Polonais, les Italiens, l'extrême droite belge, etc. Et évidemment, les milieux de l'extrême droite américaine, la droite des partis républicains et tous les évangélistes. C'est-à-dire que finalement, le sionisme est quelque chose qui est une forme de auto-expulsion de juifs de l'espace européen, qui est le souhait antisémite. Voilà. Et ça, c'est une alliance qui est une alliance objective. Maintenant, vous me posez la question du procès Eichmann. Le procès Eichmann, si vous voulez, s'inscrit, donc, comme je dis, Eichmann, c'est ce dignitaire nazi de la SS qui va être kidnappé en Argentine, où il va être caché, il va être kidnappé euh, en Argentine par des agents de Mossad, va être amené en Israël pour faire un grand procès. Et ces procès, en réalité, est un procès spectacle. C'est un procès
dans lesquels, voilà, on va finir la construction d'un énorme auditorium, une salle de spectacle dans laquelle on va déplacer la cour du district de Jérusalem pour être sur la scène. Il va être construit d'une façon extrêmement claire, sciemment, comme un grand spectacle, et il a un élément cinématographique au télévisuel qui est extrêmement important, c'est il va être filmé entièrement par 4 caméras et diffusé dans le monde entier. Sur les radios et les chaînes de télévision, Israël n'a pas de chaîne de télévision à l'époque, mais dans le monde entier. Et on va installer 4 caméras dans la cour. Ça va être un réalisateur américain, que lui, c'est une histoire par lui, hein, qui est très intéressante parce que c'est un communiste américain qui va diriger cette opération de filmage. Et il a un but. Il a un but qui n'est pas simplement juger cette personne qui est là au tribunal, mais qui est le grand spectacle dans lequel le sionisme juge le nazisme. Et là, je viens de citer Hannah Arendt. C'est Hannah Arendt dans son magnifique livre Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité de mal, qui était la base qui a inspiré notre film sur le procès Eichmann, qui dit finalement on n'a pas jugé Eichmann, c'était un procès qui voulait faire le sionisme au nazisme. Pourquoi? Parce que Ben Gurion, le visionnaire des sionismes réel, premier ministre d'Israël, a voulu positionner l'État d'Israël comme le représentant absolu, unique et seul de victimes de judéocide et de rescapés. C'est-à-dire que c'est le procès Eichmann. Dans ce déploiement d'un grand spectacle filmé, et entre parenthèses, c'est un événement dans l'histoire de la télévision et du cinéma, parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on va filmer en dehors d'un plateau de télévision. Vous savez, la télévision est inventée pas beaucoup d'années avant. La vidéo est inventée pas beaucoup d'années avant. La capacité d'enregistrer vidéo était inventée quelques années auparavant, 5, 6 ans auparavant. Eh bien, pour la première fois, on va déplacer en dehors d'un studio de télévision. On va créer un tribunal qui va être en lui-même un studio de télévision. Parce que Ben Gurion et ceux qui l'ont entouré ont compris et tout, que c'est à travers ces procès-là, Israël peut construire son crédit moral et absolu en étant, nous sommes l'État des rescapés, nous sommes l'État qui représente les victimes, nous parlons au nom de ces 6 millions qui est d'ailleurs exactement ce qu'il dit le procureur général de l'État dans son discours d'ouverture qui va durer 3 jours. Il dit, je suis là, il y a 6 millions de personnes qui ne peuvent pas parler, je serai leur voix. Et à partir de là, Israël va s'installer dans la conscience mondiale, internationale, comme étant les pays des victimes et les pays de rescapés, ce qui va leur donner un crédit moral infini, presque. Et si on voit aujourd'hui, il est infini, ce crédit, parce que dans l'idée culturelle de civilisation, quels qu'ils sont, l'idée de victime est toujours liée à l'idée de l'innocence. C'est-à-dire à travers les victimes du judéocide, le sionisme va s'installer dans l'innocence victimaire. Oui, donc en fait cette propagande gigantesque, hein, qui est, enfin, c'est une des forces du capitalisme impérialiste, sinon il deviendrait rien du tout, parce qu'il y a rien, il y a rien comment dire, de solide derrière son idéologie. Mais voilà, c'est cette propagande qui construit une réalité alternative, hein, qui n'existe pas, qui en fait ensuite, effectivement, comme vous le dites, en fait c'est la manufacture d'une certaine mémoire qui est utilisée ensuite par les sionistes et par l'État d'Israël pour donner la justification, me semble-t-il, pour dominer les indigènes et puis même peut-être un sentiment de supériorité raciale absolue, y compris par rapport aux autres peuples. Vous me direz peut-être, mais c'est quelque chose qui me semble exister. Et en fait, oui, donc c'est une voie royale
pour, pour dominer et pour dominer quiconque. Et voilà, donc ça débouche aujourd'hui sur, voilà, sur ce qu'on voit. Mais oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la production de cette mémoire, hein, qui est en fait inculquée, comme on le voit dans votre documentaire ISCOR, à des gamins du plus jeune âge, hein. Donc ça, c'est un processus d'endoctrinement, ça ne peut pas s'appeler autre chose. Euh, voilà, quel impact ça a eu en fait sur les Israéliens, notamment d'aujourd'hui, quoi. Je pense que d'abord, il faut s'arrêter sur la notion de mémoire. Vous savez, nous avons l'habitude de considérer que ce qui s'oppose à la mémoire, ou le contraire de la mémoire, c'est l'oubli. Eh bien, ça, c'est quelque chose il faut mettre de côté. La mémoire est composée d'oubli. C'est-à-dire, la mémoire est un processus de effacement et de préservation. Donc, quand le sionisme, à travers, dans sa phase qui est la phase de la concrétisation, c'est-à-dire à partir de l'établissement de l'État d'Israël, à travers ses gouvernements, ses agences, l'éducation, etc., etc., la production culturelle, va s'atteler d'une façon proactive à la construction d'une mémoire commune, parce qu'il faut dire une chose, tous ces gens qui arrivent de différents endroits, eux, ils ont des mémoires qui sont différentes. C'est-à-dire, si je prends la mémoire ashkénaze des juifs européens, oui, pour beaucoup, est une mémoire de persécution. Mais si je prends la mémoire des juifs nord-africains, qui sera algérien ou marocain, ce n'est pas une mémoire de persécution, c'est une autre mémoire. Eh bien, il fallait en réalité créer une mémoire collective. Si on revient à ce que je viens de dire sur qu'est-ce que c'est la mémoire, eh bien, au moment qu'on crée une mémoire collective, on crée aussi un oubli collectif. Et c'était ça le grand travail qui a été fait. Par exemple, j'avais d'une façon extrêmement technique des commissions du ministère de l'Éducation israélienne et le ministère de la Culture se sont assis pour délibérer quelle fête on va prendre dans le judaïsme pour les faire jour férié et quelle on ne les va pas faire. Et on a choisi certaines qui avaient des résonances qui pouvaient jouer pour le sionisme. Par exemple, on a dit la fête de Pâques juif, de Pessah et tout. Ah, ça c'est bien parce que c'est la mémoire, nous étions des esclaves en Égypte et maintenant nous sommes libres. Ah, ça c'est bien, ça correspond pour le judaïsme. Et tout. La fête de Hanouka, qui tombe au mois de décembre, qui est la fête de bougies, en réalité, elle dit, ah, ça c'est bien, parce que ça c'est la fête de la révolte contre les Romains, la révolte contre la destruction des temps. Ah, ça on va le garder. Mais d'autres fêtes, ils ont dit, non, ça c'est pas des fêtes nationales, ça c'est pas des jours fériés. Après, il y a eu une question qui était la question de manuel scolaire. Si l'idée, c'est transformer les jeunes Israéliens comme un continuateur, une continuation de persécutés de l'Europe, eh bien, il faut prendre la mémoire et l'histoire des juifs de monde arabo-musulman et la mettre de côté. Eh bien, regardez, nous, moi, ma génération, quand moi j'étais à l'école, on avait un livre qui s'appelait Histoire de peuple juif. C'était l'histoire des peuples ashkénazes finalement. Et il y avait un autre livre qui s'appelait L'héritage des communautés d'Orient. Sur le plan, non, même pas symbolique, concret. Ça veut dire, nous, les Ashkénazes, on avait une histoire et eux, ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient qu'un héritage. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a séparé l'histoire ashkénaze de l'histoire séfarade? L'histoire des Juifs orientaux, de Mizrahim, parce que justement, leur histoire venait en contradiction avec la narration, qui était la narration, nous étions toujours des persécutés, non, donc nous avons besoin d'un endroit, etc. Et donc, oui, l'idée, l'idée était construire une mémoire qui est une mémoire une pour tout le monde, c'est-à-dire construire un oubli de certaines choses pour constituer une mémoire dans laquelle nous sommes la continuation
de victimes et de rescapés. Et donc, à partir de là, puisque nous sommes victimes et de rescapés, nous sommes innocents. Et donc, tout ce que nous faisons en tant qu'Israéliens n'est qu'un acte de autodéfense. C'est-à-dire, la victime, elle n'est jamais agressive. Quand elle fait quelque chose de violent, elle le fait pour se défendre. Bah, regardez tous les discours à partir de 7 octobre. C'est quoi les discours sur le 7 octobre? Les discours sur le 7 octobre, c'est les pires journées pour le judaïsme depuis la Shoah. C'est-à-dire, on fait, hop, depuis le génocide. On fait un télescope. L'événement aujourd'hui, on dit, bah voilà, ça c'est la continuation d'Auschwitz ou de pogrom. Un. On dit après tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, y compris l'assassinat de 16 000 enfants. C'est un acte d'autodéfense. C'est-à-dire, justement, mais cette propagande ne s'adresse pas seulement pour l'extérieur. Cette propagande, elle est inscrite dans le corps et dans la conscience des jeunes Israéliens. C'est-à-dire, quand on est enfant et à plusieurs jours dans l'année, on doit venir à l'école habillé avec un pantalon ou une jupe bleue et une chemise blanche qui symbolise les drapeaux israéliens, on transforme les corps en drapeaux, ça veut dire on est l'État. On est l'État. C'est-à-dire il n'y a plus l'État comme une structure gouvernante et un citoyen. On est l'État. Quand les enfants récitent à la première personne les récits de victimes de génocide, eh bien, il le devient, etc. C'est-à-dire que les buts, vous me posez la question, mais qu'est-ce que ça fait aux jeunes Israéliens? Eh bien, ça donne aux jeunes Israéliens les sentiments d'une innocence absolue, absolue. Et c'est pour ça que les jeunes Israéliens n'ont pas de problème de conscience à commettre de crimes atroces comme ceux qui sont en train d'être commis à Gaza, parce qu'il est persuadé, ils sont, qu'il a une innocence absolue. Et innocence absolue est quelque chose qui n'est pas humain, parce que personne n'a une innocence absolue, si vous voulez. C'est ça aussi une des expressions majeures du suprémacisme. Le suprémacisme, c'est que notre morale est supérieure à tous les autres. C'est pas par hasard que pendant des années, on nous bassine à l'armée la plus morale au monde. Ça veut dire quoi? C'est que l'armée israélienne est plus morale que l'armée suédoise, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire la plus morale? La plus morale, c'est justement, c'est une forme de dire notre suprémacisme. Et le suprémacisme, il est sur la base de quoi? C'est pas qu'on est supérieur simplement par notre intelligence, par notre civilisation et tout, on est supérieur par notre innocence. Personne, il est autant innocent que nous. C'est ça l'idée du suprémacisme sioniste. Oui, c'est terrifiant parce qu'en fait, ça produit une espèce de sentiment d'immunité, hein, d'immunité par rapport à la culpabilité ou à la criminalité ou aux déviances ou, voilà, ou même Exact. ou même aux critiques de base. Hein, donc, c'est très Ah, dangereux. toute critique de notre innocence, entre guillemets, est en réalité une continuation de notre discrimination et notre persécution. Oui, voilà, hein, donc c'est un système qui s'auto-alimente comme ça perpétuellement. Mais bon, ça a quand même un coût pour toutes ces pauvres personnes, hein, parce que franchement, en regardant par exemple Iscore, j'ai eu pitié pour les Israéliens. Voilà, je peux le dire, parce que voilà, en tout cas ceux parmi eux, c'était pas tous, mais ceux parmi eux qui sont passés dès l'enfance, la plus jeune enfance, par ce processus d'endoctrinement. Et alors, ce qui est intéressant dans eScore notamment, vous avez interviewé des jeunes adolescents, hein, comme Karen par exemple. Donc, Karen qui avait 15-16 ans à l'époque, donc qui se rendait bien compte, hein, quand vous l'avez
questionné qu'à l'école, ils étaient seulement exposés aux mauvaises choses. Hein, donc ça, c'est la mémoire, effectivement, avec le côté oubli, hein, que seulement aux mauvaises choses qu'avaient subi les Juifs à travers l'histoire, jamais les bonnes. Et puis aussi, qui disait un truc intéressant quand même, c'était que lorsqu'elle regardait les photos que lui montrait sa maman je crois qu'elle venait du Maroc, Maroc. Hein, de Maroc, voilà. Maroc. Oui, voilà. Ses parents venaient du Maroc. En fait, elle disait, Karen, hein, donc qui n'a jamais sûrement mis les pieds au Maroc, elle disait, mais en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, ils avaient la belle vie. Ils avaient la belle vie et je comprends pas pourquoi ils sont venus. Voilà, elle disait aussi à un certain moment, en fait, ils laissaient même enfin, ils fermaient pas leur porte à clé et puis ils vivaient dans la sécurité. Bon, voilà, hein, il y a quand même des bribes de bon sens quand même qui demeurent chez ces pauvres enfants qui sont passés par le processus d'endoctrinement. Et, euh, et puis oui, par contre, ce qui est dramatique, et c'est ça un peu le coup hein, pour toutes ces personnes-là qui passent par ce processus d'endoctrinement, c'est que Karen, quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'elle rêve de faire plus tard, en fait, en réalité, quand vous creusez, en fait, elle rêve de mourir pour sa patrie. Donc elle a 15-16 ans, hein, et elle est pressée de mourir déjà, pour sa patrie par contre, pas mourir tout court. Hein. Et puis il y a aussi un jeune homme, alors je me souviens plus de son nom, il devait avoir à peu près 17 ans, et lui, ce qu'il disait, hein, un peu dans le même esprit que ce que disait Karen, là, donc lui, il disait qu'il voulait rejoindre l'armée israélienne. Et pourquoi? Donc voilà, parce que je le dois à ma patrie. Hein. En fait, le système a produit en lui un sentiment de redevabilité au point de, ben, lui aussi, en fait, il est prêt à mourir, hein, il est prêt à mourir pour Israël. Et puis il dit même, alors c'est super intéressant, ça montre le degré de destruction de ces individus, c'est terrible. Il dit, c'est plus pour moi-même et mes enfants. C'est quand même extrêmement intéressant parce qu'il a déjà accepté l'idée de produire des orphelins. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces pauvres enfants voilà, qui sont passés par le processus d'endoctrinement, qui sont devenus voilà, des adolescents et puis plus tard des adultes, évidemment? Iscore est un film qui a aujourd'hui 4 ans. Je l'ai fait il y a 34 ans. Comme vous savez, le film se termine par les sermons des jeunes Israéliens après la période de classe de l'armée, c'est-à-dire ils ont 18 ans, dans lesquels ils vont prêter serment et ils vont prêter serment et jurer sacrifice, qu'ils sont prêts, ils vont obéir aux ordres de leur commandement hein, et donner leur vie pour l'État d'Israël. D'abord, puisqu'on parle d'une société issue du colonialisme, c'est-à-dire une société des colons, il faut peut-être insister sur une chose, c'est que euh, les victimes de colonialisme sont d'un côté, et d'abord et avant tout, les colonisés, mais les colons eux-mêmes sont aussi les victimes de colonialisme. Hein. C'est-à-dire que, justement, ce qu'on voit, c'est à quel point ces enfants, dans le film, eux, ils sont victimes, eux, ils sont aussi victimes de processus de colonisation mentale, parce que la colonisation, pas besoin de vous le dire, vous le savez, la colonisation, c'est la colonisation de la terre, mais c'est surtout la colonisation de la mentalité. Et la décolonisation, c'est pour ça qu'elle est extrêmement complexe, parce que la décolonisation ne passe pas simplement par la décolonisation de la terre. Elle passe par un processus beaucoup, beaucoup plus long. On le voit en France jusqu'à quel point c'est un processus compliqué. C'est la décolonisation du mental colonial qui s'est installé. Et donc, quand on regarde ces enfants, une chose qu'on voit qui est peut-être la grande réussite du sionisme, parce qu'il a eu des réussites terribles, justement, c'est un effacement, une confusion, une télescopage extraordinaire entre la notion qui est pays, qui est la terre, État, patrie. C'est-à-dire, les gens, il fait beau dans notre État, par exemple. C'est-à-dire, l'Israélien ne distingue pas la notion État en étant en structure de gouvernance, et hein, le pays qui est un pays. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je suis né hein,
dans l'État d'Israël. Je suis citoyen de l'État d'Israël, je suis né en terre de Palestine. La terre, c'est la Palestine, l'État, c'est l'État d'Israël. Donc, je suis citoyen de l'État d'Israël aussi, mais je suis hein, né en terre de Palestine. Chez les jeunes israéliens, cette confusion, elle est totale. C'est-à-dire, ils disent, ils parlent en termes de la patrie, de la patrie, hein, la terre de nos pères et de nos ancêtres, c'est-à-dire ils sont dans cette continuation. C'est-à-dire ils sont les boucliers, ils sont la chair à canon, si vous voulez, du sionisme, qui a créé quoi? Qui a créé cette confusion et ce télescopage entre l'idée d'un État et l'idée d'un pays. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout, qu'il y a quelconque risque de guerre civile en Israël. Parce qu'il n'y a pas pour avoir une guerre civile, il faut avoir une conscience de civilité et une conscience de citoyenneté. Mais puisque on ne distingue pas l'État du pays, on ne distingue pas les citoyens d'un État et l'être, donc il n'y a pas de risque de guerre civile. Ces enfants, ils sont aussi, on le voit à travers Keren, dans une conscience de ce qui est permis de dire, non pas parce qu'il y a la censure, mais qu'est-ce qui est juste et acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Elle dit, non, on n'apprend pas sur le judaïsme marocain. On n'apprend pas sur le judaïsme d'Orient, etc., parce que ça n'intéresse pas l'école. En même temps, on voit très bien que dans la maison, au sein de la maison, il y a eu une mémoire qui a circulé, qui était, on le voit parce que j'ai filmé, il y a une scène dans la fête de la Mimouna, dans laquelle c'était cette fête traditionnelle de Juifs de Maroc qui a lieu après Pessah, dans laquelle la musique et la façon qu'ils sont habillés, les gens et tout, ils sont avec les chèches, ils sont avec les galabis, hein, les gilbabs, etc. C'est-à-dire qu'il se permet en intérieur, il se permet d'être ce qu'ils sont, mais puisque à l'extérieur il faut détester les Arabes, il faut nier l'arabité, eh bien à l'extérieur c'est autre chose. Et donc le discours de Karen, il est à la fois un discours pour la caméra, parce qu'elle ne sait pas exactement avec qui elle parle, elle sait que c'est un Ashkénaze, on voit que je ne suis pas un arabe, en tous les cas à ses yeux, eh bien elle ne sait pas, et donc elle est en permanence entre un va-et-vient entre ce qu'il faut dire et ce qu'elle voudra dire. Par exemple, l'interview commence par je lui demande de où viennent tes parents. Je sais d'où viennent ses parents, j'ai choisi sciemment une famille de juifs marocains avec toutes les générations à l'intérieur parce que je voulais justement avoir une famille dans laquelle a acquis une mémoire slash oubli et non pas quelqu'un qui a, non pas une famille par exemple d'origine européenne qui avait au sein de la famille la mémoire de persécution. Donc comment ils ont acquis. Et quand je lui dis de où viennent tes parents, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mes parents sont de Maroc, et tout d'un coup, elle baisse la voix, elle dit, primitive. Et pourquoi elle dit, ils sont primitifs? Parce elle sait que dans la perception générale, bah, on dit que le juif nord-africain, c'est des primitifs. Donc là, elle le dit pour la caméra, pour moi. Elle dit, ils sont marocains, primitifs. La même chose se passe quand elle dit, elle parle de chez nous, oui, au Maroc, ils vivaient bien, ils laissaient la porte ouverte, etc., etc. Mais tout de suite, elle va basculer dans un truc qui est, d'un côté, on a fait confiance aux Arabes, et de l'autre côté, on ne fait pas confiance aux Arabes. Donc, il est bon mourir pour la patrie. Donc, c'est exactement, Karen, elle est, si vous voulez, exactement un prototype de la contradiction terrible, des déchirements qui ont les juifs originaires de monde arabo-musulman. Quand elle dit il est bon mourir pour la patrie, elle cite en réalité une mythologie sioniste d'un figure de sionisme qui était Trumpeldor dans les années 20, qui était un colon, qui était à la fois un défricheur, il était un agriculteur, mais aussi un combattant, etc. Et que on dit, ça c'est la mythologie sioniste, puisque personne ne sait si c'est vrai, il dit qu'au dernier souffle de sa vie, il a dit, il est bon mourir pour la patrie. Et donc, en réalité, elle cite ces trucs-là
Pour dire quoi? Pour dire je suis comme tout le monde. C'est pas parce que je suis marocaine. C'est pas parce que je suis simplement et tout. Je suis comme tout le monde. Il est bon mourir pour la patrie. Mais vous voulez la contradiction jusqu'au bout? Eh bien, Keren, oui, elle a fait son service militaire. Mais cette fille a quitté le pays. Elle vit aux États-Unis avec ses enfants. Elle a élevé ses enfants aux États-Unis. Et il y a quelques années, elle m'a écrit à ça, elle a vu un article qui est sorti. Et elle m'a envoyé un petit message en me disant, je montre à mes enfants Isgor tous les ans. Donc, vous voyez, il est bon mourir pour la patrie, elle n'est pas morte pour la patrie, et elle est où? Elle est en Amérique. Elle a quitté, d'une certaine manière. Bah, la question de l'autre garçon, qui est Eran, qui est, lui, il vient d'une famille ashkénaze, et il dit, je vais mourir pour, parce que il y a quelque chose qui est, il y a plus de valorisation au sein du sionisme de la mort que de la vie. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire la martyrologie sioniste fait que on valorise l'héroïsme de mort plus que l'héroïsme de vivre. Et c'est pour ça que quand il dit, j'ai un devoir, c'est la chose qui est peut-être la chose la plus terrible qui a réussi à installer l'État d'Israël, qui est créer une relation de dette entre les citoyens et l'État. C'est-à-dire notre existence et l'existence de l'État et votre protection, donc vous devez. Mais vous savez, ça c'est peut-être la chose qui a implosé depuis le 7 octobre. La non-confiance, justement parce que, et on le lit souvent dans la presse israélienne, que les contrats entre l'État et ses citoyens a été rompu. Parce qu'Israël, qui est constitué par le sionisme, qui a promis de créer un lieu dans lequel les Juifs seront enfin en paix, eh bien, il a échoué exactement là où était sa mission. Si sa mission était créer un endroit dans lequel les Juifs peuvent vivre en paix, eh bien, le 7 octobre a montré qu'Israël est incapable de défendre ses propres citoyens, ni dans le nord, ni dans le sud. Et ça, cette contradiction terrible interne fait que d'abord, il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui quittent le pays depuis octobre, d'un côté, et des dizaines de milliers d'Israéliens qui vivent dans cette terrible contradiction dans laquelle ils savent profondément que l'État n'est plus une garantie pour leur sécurité. Oui, ben, je suis content d'apprendre que Karen est une rescapée désormais. Et je la salue si elle regarde cette interview. Tant mieux pour elle. Et si elle montre à ses enfants Iscore, ben, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle s'est pas mal décolonisée quand même. Elle a survécu à ce processus. Et puis oui, alors il faut dire quand même, dans Iscore, on voit quand même un petit garçon de 12-13 ans au chic qui, lui, Les frères de Karen. c'est son frère, hein? Ah oui, effectivement, c'est vrai, c'est son frère. On les voyait à certains moments ensemble dans la même famille. Alors lui, quand même, il n'était pas trop pour bousiller les Arabes. Il trouvait ça un peu suspicieux, suspect quand même. Alors, voilà, donc c'est quand même assez étonnant, hein, ce caractère au chic. Alors, sachant que ses parents, me semble-t-il, sont vraiment des sionistes jusqu'au bout. Où est-ce qu'il s'est chopé ces idées-là que les Arabes n'étaient pas forcément des ennemis et voilà qu'on ne devait pas forcément les bousiller? C'est une question extrêmement difficile à y répondre. Vous posez une question que je me pose aussi, parce que vous pouvez poser la question, vous posez la question sur Oshik, les frères de Keren, donc ils ont vécu au sein de la même famille avec deux parents de classe ouvrière. La mère était caissière dans un supermarché, les pères ils faisaient la manutention dans un supermarché, donc une famille, une dureté. Ils étaient sionistes déclaratifs. Je dis nouveau, ils devaient montrer qu'ils sont sionistes. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ils n'étaient pas en intimité en train de nous dire, mais on s'est fait avoir finalement, comme beaucoup d'ailleurs de monde arabo-musulman et aussi de certains ashkénazes. Je sais que ma mère, par exemple, quand elle est avec ses copains, argentins, uruguayens, ils disent, ben, on s'est fait avoir finalement. Donc,
vous posez la question, mais comment Oshik, il est différent de Consensus? Ben, vous savez, vous pouvez me poser la question, mais comment ça se fait que vous, qui avez grandi, Eyal, dans ce système d'éducation, que vous avez subi ça, comment ça se fait que vous... Eh ben, je pense que c'est une question extrêmement difficile à répondre. Qu'est-ce qui fait que dans une société, il y a 5%, comme c'était les cas dans l'Allemagne nazie, qui ont dit non, moi je n'adhère pas. Eh bien, il y a des indices. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, on voit une scène dans laquelle la famille est assise en train de regarder la télévision. On est dans les années 90 et il y a la télévision, c'est les informations. Et on dit que voilà, il y a un juif qui est allé prier euh, au mur de l'alimentation et qui a été poignardé par un Palestinien. Et on voit qu'au Chic, il y a un plan donc, de ces garçons et tout, que lui, il est avec la tête à côté, il ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'on dit. Ça donne l'impression qu'il s'intéresse. Et il y a sa mère qui dit au Chic, tu regardes, tu vois qu'est-ce qui se passe, etc. Et bien, on voit que peut-être son caractère, lui, il est un petit peu à part. Il est timide, il est différent. Il est différent. Et il va cultiver cette différence. Même les lieux, vous savez, quand j'ai fait e-score, j'ai demandé à chacun d'interview où est-ce qu'il veut être interviewé. Eh bien, Oshik, il me dit, je vais là-bas, sur les collines. Keren, elle veut être interviewée au sein des quartiers. Ils habitent dans des cités, comme ça, des blocs de cités. Lui, il dit, non, je vais être dans la nature, dans laquelle on voit la cité au loin. Le fait même qu'il veut s'éloigner pour pouvoir en parler est un indice de ce qui est son caractère. Eh ben, je pense que c'est une question de caractère. C'est une question justement de vouloir affirmer sa subjectivité, c'est-à-dire non pas être dans cette objectivité dans laquelle la société, c'est assumer d'une certaine manière sa différence. C'est peut-être pas par hasard qui fait que Oshik, qui était à l'époque, qui dit, moi je pense qu'il faut les donner leur indépendance. Moi je pense pas qu'il faut tuer les Arabes. Moi je vais pas être combattant, je vais être, peut-être je vais être un paramédical dans l'armée. C'est-à-dire il est dans le soin. Ça fait que Oshik est devenu un artiste, est devenu un acteur. Il était un musicien duet, il est devenu un acteur qui vit un petit peu reculé de la société. C'est-à-dire qu'il y a une quantité, vous voyez, Oshik, justement, c'est lui-là qui a une vision humaniste, on peut dire humaniste, universaliste de l'existence. Lui, il est resté en Israël. Keren, il a dit, je vais mourir pour la patrie. Il est bon mourir pour la patrie, elle quitte. C'est-à-dire que Oshik, je dirais, il a quelque chose de très juif. C'est-à-dire, il est dans un exil permanent, y compris dans un exil face à la société majoritaire, et donc il n'a pas besoin de se déplacer. Karen peut-être avait besoin de se déplacer parce qu'elle a senti l'influence de la société sur elle. Lui, il a construit une distance entre la société et lui-même, ce qui l'a permis de continuer à vivre au sein de l'État, mais en même temps dans un exil individuel. Oui, oui, bah, c'est très intéressant. Oui, c'est une explication qui tient la route, hein. Donc, Oshik, oui, il a sûrement la capacité à se construire un peu une carapace et puis à vivre dans cette carapace, loin de la doxa officielle qu'il a dû détecter très jeune, effectivement. Il comprenait que voilà, il y avait un message qu'il fallait répéter et tout, qui était matraqué. Lui, il n'était pas d'accord voilà, pour devenir un agent de cette idéologie-là qui essaie de transformer les gens En en cela, libéraux. en cela, on peut dire que Oshik est un résistant. Dans quel sens? Oshik, depuis tout petit, depuis l'âge de 13 ans, il résiste à l'influence extérieure. Il ne se laisse pas influencer, c'est-à-dire il pense seul. C'est-à-dire il ne pense pas dans les collectives, il pense non pas dans l'individualité, parce que ce n'est pas l'individualisme. Il ne pense pas dans les collectifs immédiats, mais dans un collectif qui est beaucoup plus large, qui est le collectif des humains, pas les collectifs de sionistes. Oui, c'est ça, effectivement. Il voit les choses à une échelle beaucoup, beaucoup plus large.
Et tant mieux pour lui, oui, c'est très bien. Et puis oui, alors quand même, voilà, on disait que c'est quand même un processus de destruction qui détruit aussi les colons, évidemment, même si les premières victimes sont évidemment les colonisés. Et il faut rendre hommage aux pensées décoloniales enfin, d'Abya Yala. Moi, je dis Abya Yala au lieu d'Amérique latine, parce qu'Amérique latine, déjà, c'est une connotation coloniale dedans. Et oui, donc, c'est les personnes qui seraient intéressées pour explorer ce sujet. Donc, j'avais interviewé Lysel Quiroz, hein, je mets le lien ici, la professeure Lysel Quiroz, sur son magnifique ouvrage qu'elle a écrit avec son collègue. L'ouvrage s'appelle Pensée décoloniale, voilà, au pluriel. Oui, donc c'est cette pensée décoloniale qui nous donne pas mal de sagesse et notamment qui nous dit que cette civilisation donc occidentale à la base, hein, européenne même à la base, qui a débouché donc sur la colonisation enfin, de l'île de la Tortue, moi, l'Amérique du Nord, je dis l'île de la Tortue, et de Abya Yala. Et puis ensuite, à partir de là, voilà, on sait ce que la colonie qui s'appelle États-Unis, parce que c'est une colonie elle aussi, ce qu'elle est devenue le centre impérial et impérialiste du monde, dont Israël, on pourrait dire, est enfin, un offshoot, disons en anglais, hein, donc une création en plein milieu du Moyen-Orient. Et en fait, ce que dit enfin, ce que nous disent ces pensées décoloniales, voilà, c'est que c'est une civilisation de la mort. Hein, c'est une civilisation de la mort. Elle sème la mort et la destruction en permanence partout, y compris la mort des agents qu'elle recrute. Hein, et on peut voir ça partout. On le voyait déjà dans les colons français qui ont, une fois quitté l'Algérie, continuent à vouer un culte sans fin de haine envers les Algériens et les Arabes, et puis les autres groupes ethniques aussi. Euh, Sinon, dans Iscore, on voyait quand même hein, une figure Professeur, le Yeshayahu, professeur voilà, professeur Yeshayahu Leibovitz, voilà, Yeshayahu Leibovitz, hein, le professeur Yeshayahu Leibovitz que j'ai derrière moi. Donc lui, quand même, il proférait comme ça de la sagesse, hein, tout au long du documentaire. Donc lui, apparemment, corrigez-moi si je me trompe, mais alors malheureusement, il est plus parmi nous, mais il était reconnu comme un grand intellectuel en Israël. Par contre, comment étaient reçues ses opinions antisionistes, pour le coup? Alors, le professeur Lebovitch est un personnage très complexe euh, qui est mort à la fin des années 90 du siècle dernier. Il s'agit d'un homme qui est né dans les pays baltes, d'une famille extrêmement religieuse, extrêmement pieuse, d'une forme d'une orthodoxie juive religieuse, et qui suite à la guerre civile dans les grands empires russes, est parti avec sa famille à Berlin. Il a été éduqué à Berlin et il se trouve que voilà, c'était un homme extrêmement érudit qui a été éduqué sur de différents champs académiques. Il était à la fois un médecin, à la fois un biochimiste, à la fois il a fait des études de philosophie, il a fait des études religieuses, etc. Leibovitch va arriver dans les années 30 en Israël. Et il était sioniste. Il arrive en sionisme. Il est sioniste avec une vision extrêmement individuelle de son propre sionisme. Et assez vite, il va adhérer à un mouvement qui va être un mouvement ouvriériste religieux sioniste, puis devenu grand scientifique dans l'Université hébraïque de Jérusalem dans les années 30 déjà. Il va être aussi proche, va avoir de proximité avec des gens qui étaient de dissidents sionistes de mouvements de l'Alliance de la paix, Brit Shalom, hein, qui prônait un État binational en Palestine. Mais Lebovitch ne fait pas partie d'eux et il est sioniste. Il est sioniste jusqu'au point qu'il va combattre
dans la guerre de 1948, cette guerre que les sionistes appellent la guerre d'indépendance, qui est en réalité la Nakba, qui est le nettoyage ethnique de la Palestine. Mais Leibovitch va dire une chose qui est que le sionisme a fini son projet le 15 mai 1948. C'est-à-dire, il dit, les projets sionistes, c'est les projets de l'établissement d'un État des Juifs en Palestine. Il dit, pour ça, je suis pour. Mais à partir du moment que ce projet est accompli, c'est un État comme les autres et il doit être critiqué autant que tel. Et il va devenir un personnage extrêmement critique, à la fois religieux et à la fois d'une critique extrêmement dure. Il était critique sur la corruption de partis travaillistes. Il était critique dans les années, premières années de l'État, dans lesquelles il a dit il faut absolument séparer l'État de la synagogue. Il faut séparation totale entre l'État et la religion parce que l'État manipule la religion. C'est-à-dire, il a compris qu'il y a une manipulation, qu'il y a ce que j'appelle la colonisation de sionisme et de l'État sur la religion. Et il dit, il faut que la religion soit indépendante, qu'elle ne dépende pas de l'État, justement, parce que l'État n'est pas un État religieux, c'est un État qui instrumentalise la religion pour lui. Et arrive l'occupation de 1967 de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Golan syrien. Et Leibovitch, c'est la première personne, la première voix qui va se lever à travers un petit billet qu'il va écrire. Il va écrire dans le journal Haaretz, alors qu'il y a une euphorie de conquête, alors que tout le monde, un consensus israélien et mondial sur la survie de l'État d'Israël qui a réussi à gagner face à 6 armées arabes en 6 jours et tout, Leibovitch tout de suite va dire, il dit, si nous ne voulons pas devenir un peuple d'assassins, nous devons tout de suite se retirer des territoires occupés. Et ça, il va l'écrire alors que la conquête, elle est en mois de juin. Leibovitch, 2 mois plus tard, à peine 2 mois plus tard, il publie déjà dans les journaux Haaretz. Et à partir de là, il devient une des voix les plus farouches contre l'occupation, en expliquant que l'occupation, elle est ce qui va amener la destruction de l'État d'Israël. Il continue à dire que l'instrumentalisation de la religion, elle est terrifiante pour la religion. Ça va devenir une des voix les plus critiques de l'État d'Israël et un personnage intouchable. Parce qu'il se trouve qu'en étant ses professeurs érudits, beaucoup de responsables de l'État ont passé dans ses classes, dans ses cours. C'est-à-dire que on n'a jamais touché Leibovitch alors qu'il disait les choses les plus terribles. Leibovitch est l'inventeur de cette formule terrifiante qui est les judéo-nazis. C'est-à-dire, Leibovitch dit, après les massacres de Sabra et Shatila de 1982 au Liban, pardon, après l'instauration de la légalité de en 1988, Leibovitch va dire et tout, ça, c'est une politique judéo-nazie et le judéo-nazisme, il est euh, euh, très répandu parmi nous, etc. C'est-à-dire, Leibovitch a été une voix très critique. Alors évidemment que d'un côté, les mouvements de la gauche anticoloniale, c'était l'homme qui les a inspirés. Leibovitch était les pères spirituels des mouvements de soldats israéliens qui refusaient de servir dans les territoires occupés. Il appelait à la désobéissance civile. Il a même dit, puisqu'il y a leurs valeurs et nos valeurs, donc il faut une guerre civile. On n'a pas peur d'avoir une guerre civile, disait Leibovitch. C'est une guerre nécessaire, Leibovitch. Et donc, on voit qu'en réalité, Leibovitch était représentant d'un judaïsme dans lequel avait une méfiance permanente à la notion de l'État sans calculer quel État c'est. C'est-à-dire justement l'étatisme et les nationalismes pour Leibovitch étaient en lui-même un danger et c'est pour ça qu'il cite dans Isgor, il y a cette phrase d'un penseur allemand qui dit il y a un chemin qui amène
de l'humanité par le nationalisme à la barbarité. Il dit ça, c'est les schémas que le peuple allemand est allé jusqu'au bout, et ça, c'est les schémas sur lesquels nous avons monté en 1967. Mais vous voyez, lui, il date en réalité la catastrophe, il la date en 1967, pas en 1948, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Leibovitch est un antisioniste. Leibovitch, dans les paroles, Leibovitch, dans les faits, il s'est opposé non pas au sionisme autant que projet, mais à l'État d'Israël. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est une leçon très importante pour beaucoup. C'est-à-dire, vous savez, on a tendance parfois à rentrer dans des grandes discussions sur la nature même du sionisme. Mais est-ce que finalement, il ne faut pas se dire que ce n'est pas la nature du sionisme qui nous intéresse? C'est pas est-ce que le sionisme avait des intentions coloniales ou pas coloniales, intentions mauvaises ou pas mauvaises, est-ce qu'il était émancipateur et tout. Finalement, pourquoi ne pas dire jugeons le sionisme sur les faits, pas sur ses intentions, pas sur son discours. Et dans les faits, il s'agit d'un mouvement colonial criminel. Alors peut-être ils avaient de très bonnes intentions. Les chemins vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Et ça, c'est une vision un petit peu inspirée d'Hannah Arendt. Hannah Arendt dit, en politique, on ne juge pas sur des intentions et sur des discours, on juge sur les faits. Et c'est ça ma vision aussi de mon antisionisme. Mon antisionisme à moi, et qui est chez Leibovitch, il est exprimé sans se dire antisionisme, mais anti-étatisme israélien, c'est jugeons l'État d'Israël et jugeons le mouvement sioniste sur les faits et laissons de côté ses intentions, ses volontés, ses inspirations qui finalement ne changent rien si on regarde les faits. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc c'est oui, c'était pas une position anti-sioniste qu'il avait, mais voilà, il était sioniste, mais il voyait peut-être les germes de l'autodestruction dans Israël. Il le dit dans Iscore, c'est ça qui est terrible dans ces films, qui, je rappelle, il a 34 ans. Quand je lui pose la question, mais vers quoi nous marchons? Nous allons vers où? On est en 90, hein. On est à la première intifada. Je dis, ben, il le dit, il répond presque sans me laisser finir la phrase. Je dis, mais vers où allons-nous? Et il dit, vers la destruction de l'État d'Israël. Vers la destruction de l'État d'Israël. Et là, il ajoute, si nous continuons ainsi. Et le mot important, dit-il, c'est si. Eh bien, nous continuons ainsi. Donc, nous allons vers la destruction de l'État d'Israël. Oui, 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 tout à fait. En tout cas, enfin moi, en tant qu'Algérien, quand je vois comment s'est comportée la France, spécialement pendant les dernières décennies avant l'indépendance de l'Algérie, ben, en fait, elle a empiré sa situation. Toutes ses réponses étaient les mauvaises. Et donc, forcément, elle était elle aussi déjà engagée à l'époque dans un processus, enfin, d'autodestruction de sa forme, on va dire, coloniale en Algérie. Alors, ça n'a pas mis fin à la colonialité en Algérie, parce que c'est un autre sujet. Là aussi, je renvoie tout le monde à l'interview de Lissel Quiroz. Mais alors, pour revenir donc à la situation d'aujourd'hui, hein, et donc depuis le 7 octobre, comme vous le disiez tout à l'heure, a pulvérisé des mythes, c'est ça, hein, des mythes bien établis, là, il les a pulvérisés du jour au lendemain, pouf. Et effectivement, enfin, là aussi, personnellement, évidemment, je fais le parallèle avec le 1er novembre 54, d'ailleurs, qu'on a célébré il y a juste 2 jours. En fait, ces révolutionnaires, hein, cette poignée de révolutionnaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin, c'est une minuscule partie de la population. En fait, ce qu'ils font avec ce geste de guerre, enfin ouais, de déclaration de la guerre de libération, en fait, c'est qu'ils exposent justement les contradictions et en fait, ils les explosent aussi au même moment parce ils forcent l'occupant à révéler son vrai visage. En fait, à la limite, il suffit de faire ça. Hein, il suffit de mettre le colonisateur, de l'obliger à révéler son vrai visage pour convaincre les derniers sceptiques, notamment auprès des Algériens. Bien sûr, il y avait plein d'Algériens à l'époque encore qui disaient non, non, il vaut mieux qu'on reste sous la domination de la France avec des miettes de droit plutôt que de nous libérer. Il y avait des Algériens qui pensaient ça, évidemment. Mais ces Algériens-là, après le 1er novembre 54, ils devaient choisir un camp. Il n'y avait plus possibilité de rester dans cette ambiguïté-là. Et me semble-t-il,
me semble-t-il, en Israël. Donc la population de colons, elle aussi a été profondément bouleversée par cet événement. Hein. Donc effectivement, explosion de ces mythes qui préexistaient. Et de toute façon, ces mythes-là, ils étaient un petit peu, enfin, de vivre sous un dôme de fer. Franchement, voilà, il faut presque être mentalement dérangé pour se croire en sécurité sous un dôme de fer. Et voilà, donc ce qu'on constate aujourd'hui, notamment, enfin, ce dont parlent beaucoup les gens, dans les médias en tout cas, c'est ces Israéliens qui sont les familles d'otages. Hein, qui manifestent, voilà, et puis qui sont réprimés de manière féroce, évidemment, parce que là, c'est le vrai visage du colonisateur qui est révélé, qu'en fait, il n'est pas là pour privilégier les colons sionistes, hein, les citoyens, les vrais citoyens, mais en fait, c'est plutôt autre chose. Et en fait, ces familles d'otages, en fait, ce qu'elles demandent, c'est la paix. Hein, ce qu'elles demandent, c'est la paix. Mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'elles demandent la paix et la justice, ou alors est-ce qu'elles demandent juste la paix, mais surtout pas la justice? Est-ce qu'elles demandent la paix dans le sens de revenir à avant le 1er octobre 2023, le 7 octobre, pardon, 2023, ou alors est-ce que elles demandent le rétablissement de la paix et de la justice, auquel cas il faudrait redonner justice aux Palestiniens? Revenons une seconde à ce qu'a fait le 7 octobre. Le 7 octobre a pulvérisé les mythes de la toute-puissance de cette armée qu'on nous disait c'est l'armée la plus forte de la région. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, c'est, ça a pulvérisé les sentiments de l'invincibilité de cette puissance qui est une puissance économico-militaire. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, on voit que pour arriver à leur but, comme ils disent, éliminer le Hamas, qui est une phrase très crue finalement, et tout, bah, ça fait plus d'un an qu'ils n'y arrivent pas. Encore hier, il y a eu, avant-hier, il y a eu quelques missiles, pauvres missiles, qui sont partis de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. C'est-à-dire que, voilà, ça c'était une première chose, cette invincibilité de la toute-puissance. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'était le fait que, voilà, Israël est le refuge sécuritaire des Juifs. Ben, Israël n'est pas les refuges sécuritaires des Juifs. Israël, aujourd'hui, est un pays qui n'arrive pas à défendre la possibilité de ses citoyens dans le nord du pays et dans le sud du pays de vivre là-bas. C'est-à-dire, c'est un pays qui n'arrive même pas hein, à garantir la sécurité primaire. Ça, c'était deux grandes choses qui ont été pulvérisées. L'autre chose qui a été pulvérisée, c'est le sentiment que la paix, et ça c'est extrêmement important, parce que quand on dit paix, ça ne veut pas dire que les Israéliens et les Palestiniens entendent la même chose par la paix. Et la paix qui a prévalu pour les Israéliens avant le 7 octobre, c'est-à-dire la paix du 6 octobre. Ça veut dire quoi la paix du 6 octobre? Ben, la paix du 6 octobre, elle est symbolisée par ce festival de rave qui est au bord de la frontière, au bord de la bande de Gaza, dans lesquels voilà, il y a des dizaines de milliers ou des milliers d'Israéliens qui se sentent tellement en paix qu'ils vont aller pour danser, fumer de drogue, s'amuser, boire de la bière, au bord de ce qu'à partir de cet octobre, on a dit c'est l'endroit le plus dangereux du pays. Ça veut dire que le 6 octobre, les Israéliens se sentaient en paix. Il y avait cette insouciance de la paix. Qu'est-ce que la paix pour les Israéliens? La paix pour les Israéliens, c'est le fait de pouvoir ignorer l'existence de la répression et de l'existence des Palestiniens. C'est ça que les Israéliens appellent la paix. La paix ne vient pas dans un truc qui dise nous pouvons être en paix à condition que celui-là que nous dominons sera en paix aussi. C'est-à-dire pouvoir oublier la domination, pouvoir être entre soi, pouvoir vivre dans une normalité, je dirais, négationniste, qui nie l'existence coloniale, qui nie
l'état d'apartheid, qui nie l'existence des souffrances des autres. C'est ça que les Israéliens appellent la paix. Eh bien, vous me posez la question maintenant sur les familles des otages, les malheureuses familles des otages. Il faut. Bah déjà, c'est pulvériser une chose, c'est dire que, si on se souvient, le soldat Shalit qui a été pris otage par le Hamas et qui a passé 5 ans dans la bande de Gaza, eh bien, le gouvernement Netanyahou de l'époque a négocié avec le Hamas l'échange des Shalit contre des milliers de prisonniers. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était fondamental dans la société israélienne, c'est qu'on n'abandonne pas les nôtres et qu'on est prêt à faire tout pour les récupérer. On ne laisse pas des blessés sur le champ de bataille, on libère des prisonniers, etc. Surtout quand il s'agit de civils. Eh bien là, il y a rupture. C'est pas par hasard que ces énormes manifs de familles des otages parlent des gouvernements de l'abandon. C'est bien qu'ils nous abandonnés, les gouvernements de la trahison. Mais là, on rentre dans un paradoxe. Ces grands manifs, et surtout celles des familles d'otages, que dit-il? Ils disent, il appelle Netanyahou à faire, à passer un deal, passer un accord avec le Hamas, d'un côté, mais jamais ils disent cessez le feu. Ils disent pas arrêter les massacres. C'est-à-dire que, voilà, on a ces deux faces de la contradiction et tout. D'un côté, on veut libérer nos familles, mais on ne fait pas les liens entre l'état de guerre et la possibilité de cette libération. Et c'est ça qui est terrible. Vous savez, ces énormes manifs d'otages, d'une certaine manière, c'est instrumentalisé. Et là, il y a une affaire qui est en train de sortir les dernières 48 heures dans l'État d'Israël, qui apparemment, il y a eu une grande manipulation à partir du cabinet de Netanyahou. C'est la presse israélienne ne parle que de ça depuis 48 heures. Il y a eu une grande manipulation de fuite des cabinets de Netanyahou, de position de Hamas dans les cadres des négociations d'otages, et il paraît que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était pas du tout les positions de Hamas, mais c'était en réalité de fuite intentionnelle. Ça va être une grande affaire qui va sortir et on verra qu'est-ce que ça va influencer. Mais pour revenir en réalité à la question, non, il y a une séparation totale entre l'idée de faire la guerre et de résoudre les problèmes. C'est la même séparation, on résoudre les problèmes des otages, par exemple. C'est la même séparation que les Israéliens font entre l'action ultra-violente la Hamas et des autres organisations le 7 octobre, et la condition d'occupation et les conditions de bouclage et les conditions de répression qui sont la cause qui a créé justement cette réaction violente. C'est-à-dire, on fait une séparation. On dit, mais finalement, c'était la paix, tout allait bien, mais qu'est-ce qui les a pris? Pourquoi ils nous attaquent? Et donc, on vient et on dit, oui, mais il y a un contexte dans lequel cette violence s'inscrit. La violence anticoloniale existe dans le contexte colonial, n'est-ce pas? Ils disent, ah, ben voilà, là, vous êtes en train de justifier la violence. Vous voyez, donc, il y a cette séparation. Maintenant, vous posez la question de la justice. Mais la justice, revenons au tout début de notre conversation. Quand on a les sentiments qu'on est innocent, on n'a pas les sentiments qu'on est injuste. Donc, on ne cherche pas la justice. On ne cherche pas la justice. Quand on a les sentiments qu'on a une supériorité morale, hein, on ne cherche pas l'égalité. Donc non, évidemment que la notion paix et justice dans la bouche de la majorité de voix qui s'expriment aujourd'hui en Israël, si c'est à travers les malheureuses familles d'otages et si c'est à travers les énormes manifs de l'opposition israélienne, hein, on ne demande pas les cessez-le-feu parce qu'on ne voit pas la relation entre le fait qu'il y a des otages et cessez-le-feu. Non. On ne demande pas justice parce qu'on ne se sent pas injuste, puisque tous, ils sont d'accord, y compris les familles des otages, dans leur majorité. Pas tout le monde. Il y a quelques voix à l'intérieur de familles d'otages qui sont extrêmement intéressantes, mais ceux-ci ont été muselés. Ceux-ci, on ne les laisse pas parler. Entre les familles des otages et les manifs de l'opposition,
on ne demande pas justice parce qu'on ne se sent pas injuste. Il y a un consensus qu'il s'agit d'une guerre d'autodéfense, d'une guerre, alors qu'il n'y a pas de guerre, hein. Il y a une campagne sciemment de urbanicide, de culturicide, de génocide, un processus qui est un processus de destruction massive dans lequel, en premier, on détruit les camps de réfugiés et l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés parce que c'est une façon d'effacer 1948. Donc, à partir de là, vous me posez la question de la justice. Non, la question de justice n'est pas une notion qui existe encore dans le langage majoritaire ou dans les discours majoritaires, même des oppositions israéliennes, parce que pour pouvoir demander justice, il faut avouer qu'il y a une situation injuste. Et ça, ils ne sont pas prêts à faire. Oui, c'est terrifiant, mais voilà, c'est certainement, enfin, c'est révélateur, encore une fois, c'est un indice qui suggère très fortement quoi, que c'est une société qui va finir par imploser et un État aussi qui va finir par imploser. Alors, vous avez fait aussi un documentaire parmi les nombreux que vous avez fait qui s'appelle Aqab et-Jabr, donc qui est allé rencontrer des Palestiniens réfugiés en Jordanie. Voilà, qui étaient dans une situation vraiment de misère. Et donc, voilà, vous avez interviewé, notamment pour certains d'entre eux les plus âgés, des gens qui avaient subi le nettoyage ethnique en 47 et 48. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces gens-là que vous avez rencontrés, hein, qu'en Israël ils appellent des Arabes ou des Bédouins, parce qu'il faut surtout pas dire Palestiniens, hein, parce que ça serait quand même une reconnaissance qu'il y avait des Palestiniens, il y avait des gens avant, hein. C'était pas une, c'était pas une terre vide, voilà, pour un peuple à la recherche de terre. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en rencontrant ces gens-là, et notamment, bien sûr, ce qui va nous intéresser, est-ce que c'est des gens qui voulaient juste revenir chez eux ou est-ce qu'ils avaient un désir de vengeance ou de la haine envers les Juifs? Alors, à l'époque, ils appelaient ça les Juifs. Évidemment, il n'y avait pas trop de distinction entre sionisme et Juifs, parce que voilà, les sionistes se présentaient comme Juifs, hein, donc c'est un peu normal qu'il y avait eu cette confusion-là. Après, bien sûr, la distinction dans le vocabulaire est arrivée un peu plus tard. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos interactions avec ces Palestiniens, donc euh, réfugiés en Jordanie? D'abord, une petite correction. Aqaba Jaber, qui est mon premier film. J'ai fait un deuxième film sur le même lieu après les accords d'Oslo. Il est en Cisjordanie, il est à la frontière jordanienne, c'est-à-dire il est dans le territoire occupé de 1967, dans la vallée des Jourdain, en effet, un territoire qui était avant un territoire jordanien, et c'est des doubles rescapés. C'est des rescapés de la Nakba de 1948, mais en 1967, on le sait, on le sait peu. Il y a eu aussi un grand transfert de population à partir des camps de réfugiés qui étaient sur la frontière jordanienne vers la Jordanie, dans les grands camps de réfugiés qui sont autour d'Amman, la capitale de la Jordanie. Donc, c'est un camp qui était le plus grand camp de réfugiés au lendemain de la Nakba de 1948, mais qui devenait un tout petit camp de réfugiés parce que sur les 60 000 habitants, il restait que 3 000. Et donc, et en plus, c'est un camp de réfugiés d'une pauvreté extrême dans lequel il n'a pas été urbanisé comme beaucoup de camps de réfugiés, mais ça a resté les petites maisons d'origine qui étaient faites à partir des torchis, à partir de... Donc, on parle d'une très grande pauvreté. Euh, J'avoue qu'en 1987, quand j'ai fait 86, quand je vais tourner ces films, euh, euh, je le tourne dans une certaine naïveté. C'est ma découverte. À l'époque, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans et tout. C'est ma découverte, si vous voulez, de réfugiés dans un contexte parce que c'est par hasard que je suis allé dans ces camps, non pas pour faire un film. Au début, je suis allé pour faire des photos. C'était quelques années avant, j'avais 18 ans. Euh,
j'ai pensé comme beaucoup que c'est un camp de réfugiés abandonné. C'est comme ça que c'était écrit, même dans les guides, dans les guides bleus, tout, un camp de réfugiés abandonné. Donc, je trouvais que sur les plans esthétiques, il y avait quelque chose d'extrêmement beau, les déserts, les petits maisons et tout. Et c'est en découvrant qu'il y a des gens qui y habitent que j'ai décidé que cette série de photos que j'étais en train de faire, je les mets de côté. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, j'ai eu cette idée de faire un film dans lequel ce qui m'a intéressé, c'était essayer de voir la différence des rapports qui ont les anciens paysans ou les Palestiniens à la terre et les rapports que nous avons à la terre. Je parlais de nous, Israéliens. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, les rapports des Israéliens à la terre qui ne distinguent pas les pays de l'État. Et tout. On pourra le dire pour citer un professeur israélien, professeur israélien, un grand penseur israélien qui est le professeur Krakotkin, Raz Krakotkin, qui dit la différence entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est que les Palestiniens disent j'appartiens à cette terre, alors que les Israéliens disent cette terre m'appartient d'une certaine manière. Donc là, on a Et donc, je me suis intéressé à ces rapports de ces gens qui sont des anciens paysans qui se retrouvent dans les déserts. Et une des choses qui m'a extrêmement, pas choqué, mais m'a sauté aux yeux, c'était le fait que euh, ils s'en occupaient pas de l'espace commun, c'est-à-dire ils essayaient pas de planter, ils essayaient pas de faire un jardin, etc. et tout. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans un provisoire permanent, et c'est ça la réponse à votre question. Quelle était leur première volonté? Ben, en 1986, quand je tourne le film, ils étaient dans l'idée de on veut retourner à notre terre. C'est-à-dire ils étaient dans une attente et il vivait dans un provisoire qui durait, à l'époque, c'était déjà un provisoire qui avait plus de 30 ans. C'est-à-dire, on est là provisoirement. On est là, on est réfugié. Réfugié veut dire qu'on vient de quelque part et un jour, on va retourner. Il y a seulement une personnage dans le film qui est en train de construire une maison en dur parce qu'il dit justement, moi, j'y crois plus au retour. C'est-à-dire, mais les autres, non. Eh bien, je reviens à ces mêmes camps de réfugiés 7 ans plus tard, c'est les accords d'Oslo, et les accords d'Oslo vont commencer par les retraits de l'armée israélienne de ce qu'on appelait les accords Jéricho-Gaza d'abord. On s'est retiré de Gaza, on a laissé les colonies, mais on s'est retiré au sein de Gaza, et de cette région de Jéricho dans laquelle, voilà, il y avait la ville de Jéricho, c'était le désert et un camp de réfugiés. Et je reviens avec la question, et ça c'est la question du deuxième film qui est la suite du premier, qui s'appelle Aqaba Jaber. Si le premier s'appelle Aqaba Jaber, vie de passage, c'est-à-dire une vie de passage, une vie dans laquelle n'est pas. Et qu'est-ce que la vie entre la vie et la survie, entre la survie et la vie, c'est le passage, c'est l'attente. Eh bien, le deuxième film s'appelle Paix sans retour avec un point d'interrogation. Parce qu'à l'époque, on parlait de processus de paix. Et moi, je viens avec la question et je lui pose la question, je dis, mais est-ce que la paix est possible sans votre retour? C'est la première des questions. Eh bien, le film commence avec deux très vieux personnes, dans lesquelles un représente l'autre et il dit, vous voyez, c'est vieux. Hein, il a 90 ans. Lui, il veut retourner à Jaffa pour ouvrir son magasin de falafel. Alors, non, même après les accords d'Oslo, même s'il y a eu déjà une génération qui a commencé à construire en dur, parce qu'il fallait des maisons, parce que la famille s'est élargie et tout, même après les accords d'Oslo, etc., là, au contraire, il y a eu tout d'un coup les sentiments des gens que, voilà, puisqu'on parle de paix, donc on parle de justice, donc la justice, c'est les retours de réfugiés palestiniens. Vous me posez la question de la vengeance? Jamais. Moi, je n'ai pas entendu la vengeance. C'est d'ailleurs une chose qui, pour moi, est extrêmement surprenante. Extrêmement surprenant. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est une des choses de surprise, mais surprise à moi de 7 octobre, moi, je n'étais pas surpris que cet événement est arrivé. Moi, j'étais surpris du fait qu'il n'est pas arrivé avant. C'est-à-dire, nous voyons que non, il ne s'agit pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Et c'est pour ça
que j'ai un sentiment profond, peut-être erroné, parce que c'est un sentiment hypothétique, tout, que avec une attitude de volonté de justice et de réparation, et tout, on peut désamorcer les ressentiments et la volonté de vengeance. Non, il n'y a pas une volonté de vengeance. Je ne pense pas et j'ai jamais pensé qu'acquérir l'émancipation, que l'esclave va s'investir dans la vengeance face à la personne, alors que son souhait, c'est la libération. Et pourquoi irait-il, après sa libération, se venger? Regardons la situation sud-africaine. Est-ce qu'il y a une vengeance noire face aux Blancs aujourd'hui en Afrique du Sud? Non. Il y a un processus extrêmement difficile de pouvoir reconstruire une société avec toute sa complexité après avoir été sous 70 ans de joug d'un régime extrêmement dur. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la volonté de vengeance algérienne sur la France? Non. Ce qu'on veut, c'est acquérir, y compris l'immigration algérienne, y compris les Français d'origine algérienne. Ce qu'ils veulent, c'est acquérir la justice. Mais est-ce que c'est dans la vengeance que ça se fait? Non. Je pense qu'elle est colonisée, je pense qu'elle est opprimée. Je dirais même la femme battue, pour prendre un exemple qui n'est pas l'exemple colonial, c'est qu'elle veut, c'est justice, non pas vengeance. De certaine manière, c'est venger. La vengeance est un sentiment qui est issu de la culpabilité. Ce que les Israéliens font aujourd'hui à Gaza, ça c'est de la vengeance. Mais la vengeance, elle va à l'encontre de l'idée de justice, justement. Parce qu'on se venge contre quoi? On se venge contre nos sentiments profonds d'injustice.